Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Nous sommes le vendredi 11 septembre 2015, une session de trading qui clôture la semaine. Nous sommes vendredi, clôture hebdomadaire ce soir. Des statistiques américaines à suivre aujourd'hui, ce n'était pas le cas d'ailleurs tout au long de la semaine, mais aujourd'hui le marché prendra enfin connaissance d'agrégats macroéconomiques américains importants, en tout cas à même d'influencer la décision du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale. Je vous rappelle que la décision n'est peut-être probablement pas arrêtée. Euh, le FOMC, donc cet organisme exécutif qui rassemble les membres votants qui ont un droit de regard en fait sur le devenir de la politique monétaire des États-Unis, ils se réunissent à partir de mercredi matin. Et donc pendant 2 jours, à travers tout un tas de réunions faites en interne entre banquiers centraux, ils vont discuter et puis établir une décision, arrêter cette décision, rédiger une conférence de presse, ce qui se traduira donc jeudi à 20 heures, jeudi prochain, jeudi 17 septembre, par une décision de politique monétaire, et jeudi prochain à 20h30 par une conférence de presse de la présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés au trading. Laissez-moi d'abord, avant de vous montrer le DAX et l'approche d'un support, puisque je pense qu'à 10 050 points précisément, 10 048 précédent sommet de l'année 2014, point d'accélération du 7 septembre, point de pullback du 7 septembre et surtout ligne de tendance haussière en données horaires ici qui attrape le bas de marché du 1er septembre et le bas de marché du 4, je pense qu'ici potentiellement on peut avoir un point d'entrée sur le DAX. Bon, il faudra peut-être déjà se stabiliser, mais en tout cas, le seul niveau qui vraiment moi m'intéressera ici sur le DAX, c'est les 10 050. Mais avant de vous parler du DAX, laissez-moi vous présenter cette infographie. Alors il s'agit d'une infographie que j'ai brièvement préparée avant le lancement du morning meeting. Vous avez sous les yeux le calendrier complet des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale sur l'ensemble de l'année 2015. Alors avec un certain nombre d'événements qui ont déjà eu lieu. Le dernier événement connu est la décision, en tout cas le communiqué de presse du 29 juillet dernier, bon, qui à peu de choses près ressemblait à celui du 17 juin. Ce qui avait d'ailleurs étonné les marchés, et à terme soutenu le dollar américain, c'est que le 29 juillet dernier, le communiqué de presse de la Fed ne mentionnait pas les risques macroéconomiques externes à l'économie américaine. Ce communiqué de presse se contentait de revenir en détail sur la situation économique aux États-Unis et reprenait en grande partie d'ailleurs les projections macroéconomiques établies par la Fed pour la fin d'année et les 2 ans à venir sur le marché du travail, la croissance du PIB et le régime des prix. Alors mesuré par l'indice des prix PCE, celui qui est établi par le département du commerce, et non pas l'indice des prix à la consommation. Donc le 29 juillet dernier, le marché est resté sur sa faim. Il reste donc maintenant d'ici la fin de l'année 3 rendez-vous. Le 17 septembre, alors oui, c'est jeudi prochain. Et un petit astérix ici, ça signifie que cette conférence du 17 septembre s'accompagne d'une conférence de presse de la présidente, la chairman de la Fed, Janet Yellen, le 28 octobre et le 16 décembre. Alors attention, ne vous trompez pas. Ne croyez pas que la Fed peut agir le 17 septembre ou le 16 décembre. Je vous rappelle qu'en 2014, au dernier trimestre, l'arrêt du programme d'achat d'actifs, la fameuse phase 3, l'ancienne phase numéro 3 du quantitative easing de la Fed, avait été stoppé un jour où la Fed prenait une décision, mais sans conférence de presse, ce qui avait frustré le marché, puisque la Fed, via un communiqué de presse, avait annoncé à 20h qu'elle suspendait son programme d'achat d'actifs, et puis pas d'explication dans la foulée. Donc, la Fed peut agir le 17 septembre, le 28 octobre ou le 16 décembre, et vous avez ici la distribution des probabilités implicites de hausse de taux selon ces 3 dates, donc 30% pour le 17 septembre, 48% pour le 28 octobre et 59% pour le 16 décembre prochain. Donc voilà cette infographie terminée. Maintenant, je vous propose un tour d'horizon des indices boursiers. On va faire simple en données horaires. J'aurai l'occasion de revenir sur les horizons de temps plus longs lundi avec les graphiques weekly. Le DAX n'est pas encore sur support, mais il est bientôt sur un support. Bon, tentative, vous le savez, mercredi, de cassure haussière du range de la résistance à 10 383 points.
Cette séance du 9 septembre nous avait appris à quel point la clôture journalière était importante, surtout lorsqu'il s'agit de sortir par le haut d'un tel range, avec finalement une clôture journalière qui s'est fait en deçà. Depuis ce piège haussier du 9 septembre, se déploie donc une dynamique de baisse, ici, illustrée par un certain nombre de lignes de tendance sur le DAX. On a cassé ce matin le support des 10 054, un support qui avait été acheté le mercredi 9 et le jeudi 10 à 2 reprises. On est donc sorti par le bas de ce petit triangle sur le DAX, et maintenant c'est baissier. L'idée c'est quoi? C'est que je pense qu'un point est susceptible de faire réagir le DAX, c'est un niveau qui se situe à 10 048 précisément. 10 048, pourquoi? Parce que d'une part, il s'agit du précédent sommet de l'année 2014, donc voilà, je vous le remontre ici, il s'agit du sommet annuel de l'année 2014, et on constate que ce sommet annuel de l'année 2014, en intraday, fonctionne bien sur le DAX. Le marché était sorti par le haut le lundi 7 septembre de ce petit canal de baisse linéaire, pour rejoindre la partie haute du range, faire un piège et la réintégrer. Et maintenant, on revient à proximité de ce niveau des 10 048. Je vous invite à noter la présence de cette ligne de tendance en données horaires. Je vais déplacer le watermark, vous y verrez plus clair. Voilà. Donc, vous avez cette ligne de tendance ici. Vous prenez vos chandeliers horaires, vous attrapez la mèche du 1er septembre ici à 19 h et la mèche du 4 septembre ici à 18 h. Alors, je suis à l'heure, comment dire, sur mon chart ici en données horaires, je suis à l'heure anglaise. Je suis sur le créneau horaire de Londres, c'est pour ça que je retire une heure. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est la façon dont pourrait réagir le DAX au test de la ligne de tendance. Actuellement, elle passe à 10 052. Donc, je pense qu'on peut baisser jusqu'à cette zone. La résistance qui est susceptible d'agir, la première, c'est celle qu'on a cassée tout à l'heure à 10 152. Alors peut-être que là on fait une micro-reprise technique à 10 152. Mais le seul niveau de prix qui peut m'intéresser pour envisager l'amorce d'une stabilisation, c'est donc cette ligne de tendance. Donc voilà, le niveau des 10 050. C'est probablement celui aujourd'hui qu'il faut suivre sur le DAX. Alors, écoutez, c'est le principe du morning meeting, c'est le tour d'horizon des indices boursiers de la zone euro. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure des paires majeures et vous venez d'assister au Commodities Market Report. Donc vous avez eu un tour d'horizon des matières premières avec notamment le range du gaz naturel, la reprise du cuivre, etc. Je vais quand même vous dire un mot sur l'or et l'argent, puisque les métaux précieux sont toujours dans une dynamique de baisse. Mais qu'en est-il du CAC? Alors le CAC c'est le même topo, il y a eu le piège du 9 septembre. Finalement, le 9 septembre, il y a eu un piège sur tous les indices boursiers de la zone euro. Il y avait des signaux techniques d'achat intraday, mais rappelez-vous, qui n'ont pas été confirmés à la clôture journalière. Donc lorsqu'on fait un piège, généralement derrière on a un violent contre-pied, c'est ce qui se passe. On a aussi ce type de dynamique baissière maintenant sur le CAC. On a ce canal. Alors en fait, ce marché est neutre depuis le 27 août. On est dans un range. Mais pour l'instant, voilà, le marché reste enfermé dans un range. Il y a un niveau technique qui est propre sur le DAX. Y a-t-il l'équivalent en termes de ligne de tendance sur le CAC? Ce n'est pas réellement le cas. Je dirais que l'équivalent des 10 050 sur le DAX, ce sont les 4 537 du CAC. En fait, voilà, ce niveau horizontal, on voit que c'est un pivot. C'est le point d'accélération justement du 7 septembre. Et on sait que lorsque le DAX avait dépassé les 10 048 le 7 septembre, en sortant par le haut de son petit canal, c'est là qu'il avait accéléré. Donc, pour l'instant, on est dans un trend baissier, il n'y a pas photo. Le CAC ne m'intéresse pas plus que ça. Le seul niveau, vous avez compris, que je surveille éventuellement pour l'amorce d'une stabilisation, c'est ce niveau horizontal des 10 048, d'autant plus qu'il se conjugue donc ici avec cette ligne de tendance sur le DAX. D'ailleurs, on voit que lorsqu'on projette la parallèle de cette ligne de tendance ici, c'est ce qu'on appelle une ligne de canal, on voit que cela avait eu un rôle pivot au moment du piège du 9 septembre. Donc, voilà en tout cas aujourd'hui ce qui m'intéresse sur le marché action allemand. Alors, d'autres indices boursiers sont susceptibles de vous intéresser en intraday. Par contre, je vous laisse me poser la question. Je vous propose, comme d'habitude, dans le morning meeting, une actualisation de ma vue de marché du Bund.
Et je persiste et donc je signe. Je conserve mon anticipation haussière sur l'évolution du contrat de Toulon allemand Bund. Cette anticipation haussière vient déjà du 2 septembre dernier. Alors lorsque le marché testait la partie basse de ce canal de progression, un canal haussier ici, j'attrape tous les cours de clôture. On avait cette compression en biseau, on avait cette belle divergence haussière standard. On en est sorti par le haut de manière impulsive, c'est bien pour ce type de pattern. À la faveur donc d'une conférence de presse de Mario Draghi, je vise toujours 156. Premier support 154,40. 156, tout simplement le prix du contrat, la date où le programme de quantitative easing a été engagé, le 9 mars dernier. Donc voilà, premier support 154,40 et je vise toujours le niveau des 156. Les métaux précieux sont toujours sous pression. Hier, le dollar américain a légèrement consolidé. L'once d'or a simplement fait, comme à chaque fois d'ailleurs, un pullback. En tout cas, lorsque j'étudie le cycle chartiste du métal jaune depuis le 24 août, paroxysme des achats, violent retournement sous la résistance hebdomadaire des 1165 $. Dès lors qu'on casse un niveau horizontal, un pullback suit. On avait cassé les 1145 le 25 août, on a fait le pullback le 1er septembre. On a cassé les 1132 le 3 septembre, c'était cette ligne de tendance. On a fait le pullback le lendemain, le 4 septembre. On a cassé le 9 septembre, mercredi, les 1116. Et bien aujourd'hui, on a fait 1115, donc à 1 $ près. On a fait le pullback hier. Et donc là, a priori, on serait en train de sortir par le bas de cette petite formation élargie intraday. À terme, je continue de penser que le métal jaune peut rejoindre ici cette ligne de tendance. Alors si je projette simplement de manière verticale par rapport au positionnement actuel des cours, ça fait 1090. Mais bon, ça sera sûrement dans cette zone 1090, 1095. Et le support horizontal, au-delà de cette ligne de tendance, c'est cette zone-là qui passe à 1080. Et qui pourra être à terme la cible de cette stratégie de vente sous les 1165. Donc ça en tout cas pour ce qui est de l'intraday, on a cette pattern qui est assez propre ici sur l'once d'or. Qu'en est-il de l'argent métal? Là aussi je surveille une compression, je pense que les cours vont bientôt en sortir par le bas et c'est particulièrement propre. Alors il ne s'agit pas ici des graphiques intraday mais des bougies japonaises en données journalières, mais on va zoomer. Vous avez ce canal de baisse en place sur l'argent métal depuis le 19 mai cette fois-ci. Vous avez la séquence baissière ici depuis le 24 août. Ces trois grands chandeliers baissiers, suivi de ces petits corps qui retracent environ 61,8 de cette dernière jambe de baisse. On est dans une espèce de pattern triangulaire. Je pense que les cours en sortiront par le bas. Je descends sur les bougies intraday et donc on la retrouve ici de manière assez propre. Je pense d'ailleurs qu'on peut justement l'ajuster à l'aide de ces bougies intraday. On a ici donc la résistance horizontale qui passe à exactement ces 14,95-15. On a le haut de canal. Voilà, moi j'ai le sentiment qu'on a fait cette jambe de baisse, qu'on fait une reprise et qu'à terme, le risque c'est à nouveau d'en sortir par le bas pour rebaisser en direction des 14. Donc sous les 15 $, je conserve une vue de marché négative sur l'argent, au même titre que je conserve une vue positive sur le prix du Bund ou une vue de marché négative sur l'once d'or, et ce donc tant qu'il se maintient sous la résistance à 1116. Le pullback est-il fait? Admettons qu'on n'a pas précisément testé les 1016. Est-ce que ce marché peut dériver à plat jusqu'à venir chercher l'oblique ou tester précisément les 1016? Tout ce que je sais, c'est que je conserve une anticipation négative sous la ligne de tendance et 1016,49. Les niveaux techniques sont là pour paramétrer des positions de trading, éventuellement adopter des stratégies de vente, ici dans le sens de la tendance baissière. Voilà les éléments que moi je peux vous donner, tout simplement. Le DAX, le CAC, le Bund, l'argent, l'or, voilà donc pour ces premiers actifs. Laissez-moi maintenant revenir sur le pétrole, brièvement, puis ensuite j'en passerai aux paires de devises. Le pétrole, pour le moment, je développe sur le court terme, je défends une tendance neutre depuis le 28 août, lorsque les cours sont sortis par le haut de ce trend de baisse qui a duré 2 mois, lorsque les cours ont dépassé la moyenne mobile simple à 20 jours, qui a bien cadré la baisse pendant 2 mois, elle est désormais plate. On observe d'ailleurs hier une reprise sur la MM20, mais ça reste quand même parfaitement neutre, avec un marché toujours latéral entre 43 $
Et cette oblique, alors à la base c'était entre 43 et 50, maintenant la compression s'est réduite. On a d'ailleurs probablement la possibilité de tracer une configuration en triangle. Donc ça reste parfaitement neutre. Alors l'idée maintenant sur le pétrole, c'est que éventuellement on a toujours ce biais de court terme en faveur d'une reprise technique. Je dirais qu'au fond le pivot c'est la MM 20 jours. Tant qu'on tient la MM 20, voilà, on peut éventuellement espérer d'aller chercher les 50. Mais admettons que voilà, le marché reste couvert par cette oblique et que le risque tout de même c'est de briser la MM20 et de retomber, notamment si par exemple dollar US devait trouver support. Alors dollar US peut-il trouver support? Dollar US a corrigé hier. D'ailleurs il a corrigé depuis le début de la semaine, bon, dans des proportions très limitées. Il y a un niveau qui m'intéresse, c'est le niveau des 11 977 dont je vous ai parlé. On a ce canal en place depuis le 7 septembre, canal de baisse. Tant qu'on est à l'intérieur, ça se replie. Mais la perte, je dirais, la baisse du dollar US, elle est très limitée. Pour le moment, on ne fait que retracer une partie de la hausse depuis le 24 août. Et en fait, pour l'instant, on a retracé 38,2. Donc le pivot, c'est cette zone, 11 977, 11 980. Une zone susceptible de relancer un attrait pour le dollar US, sachant qu'à mesure que le 17 septembre va approcher, la spéculation va se faire vive. Il s'avère que certains calendriers semblent a priori enregistrer, prévoir un relèvement des taux la semaine prochaine. La probabilité implicite, vous savez, elle est faible, elle a diminué, elle n'est que de 30%. Reste que la proximité temporelle du 17 septembre va renforcer l'impact des statistiques macroéconomiques américaines, et notamment cet après-midi, la confiance du consommateur, puisqu'on sait que dans la structure du produit intérieur brut des États-Unis, la consommation des ménages représente plus des 3/4. Donc forcément, le consommateur américain peut réagir à tous les chocs macroéconomiques qui se sont déployés tout au long de l'été. Ce qui compte, c'est toujours pareil, c'est l'étanchéité de l'économie américaine par rapport à ce qui se passe dans les pays émergents ou au sein de la zone euro. Il s'avère que souvent, l'américain, le consommateur américain se soucie peu de ce qui se passe dans le monde et a tendance à établir sa confiance sur la dynamique propre à l'économie américaine. Et bien ça, on le saura cet après-midi, avec donc la première estimation du niveau de la confiance du consommateur américain au mois d'août. Et au mois d'août, il s'en est passé des choses. Donc, c'est très important cet après-midi de suivre l'indice de confiance de l'université du Michigan. Voilà donc, et on le suivra d'ailleurs ici même. Par contre, vous ne serez pas en ma compagnie cet après-midi pour suivre la confiance du consommateur US. On parle de confiance du consommateur, probablement de psychologie, de perception. Bien justement, cet après-midi à 16 h, vous serez avec Caroline Domanine à 16 h, experte en neurosciences et en gestion de ses émotions et en psychologie de trading. Donc ce sera à ce moment-là l'occasion pour vous d'avoir la réaction d'une professionnelle, justement de la confiance. Entre autres, c'est une des émotions qu'on peut avoir. Voilà, bon, enfin en tout cas vous serez avec elle. Voilà pour l'or, l'argent. Méfiez-vous, l'argent pourrait décrocher. Il y a une compression, j'ai le sentiment que l'argent pourrait en sortir par le bas. Bon, l'or c'est acquis, je pense, en grande partie. J'en viens maintenant aux paires majeures. Et ensuite, pour ce qui est des paires croisées et des paires mineures, je répondrai à vos questions. Alors, ce matin, j'ai formulé une hypothèse. L'hypothèse d'une divergence baissière en données horaires sur l'euro-dollar. Y a-t-il actuellement une divergence baissière sur l'euro-dollar? Deux questions en fait. Y a-t-il une divergence potentielle? Oui, il y a une divergence baissière potentielle, bien illustrée ici par les bougies horaires. Y a-t-il une divergence active? Pas encore. Il faudrait pour cela briser les 1,1270 $. Mais j'insiste donc sur cette divergence potentielle. D'ailleurs, il est 11h21, donc malheureusement, je ne peux pas tenir compte là de la clôture horaire. Mais en l'état, si le chandelier horaire était ce qu'il était, et s'il devait clôturer là maintenant, donc le chandelier horaire qui se construit entre 11h et 12h, s'il devait la clôturer dans son état actuel, attention, clairement, on ne serait pas loin d'une divergence active. Mais à midi, on peut très bien voir une énorme bleue, et donc là, il n'y a pas de div. Donc,
je surveille tout de même, parce que là on voit qu'on fait des petits sommets légèrement haussiers marginaux. Par contre l'indicateur, lui, prend une pente négative. Donc, soyez attentifs et méfiez-vous du risque de baisse si les 1,1270$ venaient à être brisés. Alors, de nombreux commentaires et de nombreuses questions. Alors, je vais y répondre dans l'ordre, et notamment Kerzelen, fidèle au poste, et surtout fidèle à son taux de change favori, le GBP Yen. C'est en tout cas ce que j'observe chaque jour. Alors, le GBP Yen, j'ai le graphique que je vous ai présenté hier. Alors, permettez-moi de dire sur le GBP Yen objectif atteint, puisque j'envisageais, suite à une structure en épaule, tête-épaule inversée et en amont, certes, de la Banque d'Angleterre, un objectif de cours à 187 yens, ce qui a été fait et même atteint. 187,33. 187 yens, c'était tout simplement 0,618 d'extension de l'amplitude balayée donc entre le bas de la tête et la partie supérieure des épaules, permettant de viser cette cible chartiste. Observez d'ailleurs qu'au test des 187 yens, ça a été brièvement atteint, puis il y a eu le shooting star, et depuis c'est donc baissier. Là le GBP Yen il me paraît sous pression. On est sorti en plus par le bas en donné H1 d'une espèce de wedge. Donc voilà, 187 c'est fait. On est revenu à la base du biseau ici, donc on est sur 185,67. Le risque là clairement c'est de briser les 185,67 et d'aller chercher la ligne de tendance qui se trouve juste là, qui se trouve un peu plus bas. D'ailleurs on doit pouvoir avoir ce canal à faible pente. Donc le risque sur le GBP Yen, c'est de briser les 185,67 et de retomber dans cette zone. En tout cas, on avait une pattern ici un peu plus visible en H4. Voilà, en épaule, tête épaule ou en V-bottom, bref. En tout cas, lorsque je projette l'amplitude de cette base précisément au point de cassure qui a été cassé à la hausse le 8 septembre, cela permettait de viser les 187 yens. Je vais vous remontrer, hein, je prends les extensions de Fibo, j'attrape l'amplitude totale et j'avais quoi? 187,40, pile 0,618. 187,40 et donc le marché, il a fait quoi? Il a fait sur le bid 187,33. Bon, il faut regarder sur le bid parce que ça vous permet de couper la position longue. Donc admettons que sur le bid, on s'est approché à 7 pips de la cible théorique. Alors, je continue de regarder les questions. Donc, un commentaire d'Omer sur les fondamentaux de l'économie américaine. Alors, bonjour visiteur, à propos du CAC 40. Donc, je vais regarder précisément ce que vous me dites en passant en plein écran. Donc, le CAC, le voici. Alors, bonjour Monsieur Gann. Regardez le mouvement 4575. 4733, donc c'est le mouvement en cours. Réplique à la baisse. Si les réplique de ça, la baisse soit 4418. Ah bah moi je suis complètement d'accord. De manière générale, alors on peut procéder de cette façon-là dans le cadre d'un mouvement en 3 temps. Hop, hop, au point haut de la reprise. Donc on peut fonctionner de cette façon-là, sans m'enfermer dans cette... parce que là il faudrait que vous partagiez un graphique avec le détail de votre extension, mais sous 4598, maintenant c'est baissier. Ça l'était déjà à la clôture D1 du 9 septembre. Avec le piège au-dessus du range, le marché a réintégré le range, donc généralement on peut tendre en direction de la partie basse du range. Ça c'est un fait. Alors le DAX, la Fed, le Bund. Alors dans l'ordre. Une question sur le DAX. C'est parti, je vais le chercher. Donc le DAX, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est baissier. Depuis le début de la séance, on a cassé un support. Je pense qu'on peut baisser jusqu'à 10 048. En tout cas pour aujourd'hui. C'est le seul niveau qui a une existence chartiste susceptible de stabiliser les cours. On pourra le briser aussi. Mais je ne chercherai pas de long, pas d'achat, tant que ce marché
ne vient pas tester les 10 048. En fait, la ligne de tendance est même 10 052, donc 10 048, 10 052. Donc voilà, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur le DAX. Peut-on encore se positionner long sur le Bund? Écoutez, oui vis-à-vis de la tendance, et oui mais vis-à-vis du rendement risque. Oui mais pourquoi? Parce que le signal initial c'était la semaine dernière, mais oui tout de même parce que le premier support est proche du niveau actuel des cours, il permet de gérer le risque à une quarantaine de points. La target se trouve à 103 points, 156 sur le contrat Bund. Donc oui, pourquoi pas. Mais bon, idéalement, depuis quelques séances, on a testé le support à plusieurs reprises. C'est toujours mieux d'intervenir sur support. Mais je reste positif, moi, sur le Bund, sans aucun doute, ici, hein, du point de vue de l'analyse technique en tout cas. À 156, par contre, j'arrête, hein, parce que c'est un niveau important qui correspond au prix du contrat du 9 mars dernier, justement, lorsque la Banque Centrale Européenne a engagé son programme d'achat d'actifs. Donc à 156, stand-by. Alors pourquoi aussi le Bund reste relativement soutenu cette semaine? Admettons aussi qu'il y a un arbitrage entre les différentes classes d'actifs. Bon, là on retrouve cette semaine l'aspect refuge des marchés de taux, alors qu'on a eu ces séances très volatiles sur le marché action, des séances qui font qu'au fond les capitaux ne s'y précipitent pas. Je jetais un œil au volume sur les marchés actions, il est faible. Donc il y a une forme de crainte d'y aller. Et d'ailleurs, à la tentative de cassure haussière du 9 septembre, il n'y avait pas de volume. Donc c'était aussi, je dirais, un indicateur qui invite à se méfier. Alors, une question sur l'or. Une question sur... Alors, ok. Un graphique de Renato. Allez, c'est parti. Alors, dans l'ordre, l'or, ensuite le graphique de Renato, et ensuite une question de MF sur les taux. Alors, je réponds dans l'ordre chronologique où vous laissez vos questions. Alors, l'once d'or, j'en ai parlé à l'ouverture du morning meeting, c'est baissier. Et ça reste baissier. Même si ça l'est depuis le 24 août, le cycle chartiste, lui, n'est pas interrompu. Et tant qu'il n'est pas interrompu, il pourrait l'être si le marché cache une résistance. Je continue de défendre la baisse. Pas de divergence, rien. C'est baissier. Les choses seraient différentes si le marché parvenait à dépasser les 1116 et la ligne de tendance. Là, ok, ça serait fini. Pour l'instant, non. D'autre part, le dollar a légèrement consolidé, ce qui n'a pas entraîné de hausse de l'or. Et enfin, lorsque je pratique l'analyse intramarché, donc on va dire l'analyse graphique conjointe des métaux précieux, j'ai aussi le sentiment qu'on a une pattern graphique qui est baissière sur l'argent sous les 15 $. Alors c'est encore un argument en faveur de la poursuite de la tendance baissière du métal jaune. Alors, question de Renato qui propose un graphique du taux de change USD MXN. Alors, je ne le suis pas, mais je dois admettre que vous mettez en évidence l'existence d'un trading range qui est propre, entre 16,75 et 17. Donc j'aurais tendance à dire là, par rapport à votre graphique, que l'USD MXN il est sur support. Alors vous positionnez tout un tas de retracements de Fibonacci. Donc un range qui s'établit dans 61,8% de cette impulsion haussière. Donc oui, on a ici un support attractif, probablement pour un achat de l'USD MXN. Alors, par contre, je ne l'ai pas affiché dans le bon écran, donc voilà. Voici le graphique que proposait Renato sur l'USD MXN. Donc un trading range entre 16,75 et 17 qui s'inscrit dans 61,8% de retracement de la jambe de hausse ici du mois d'août, donc c'est propre. Vous avez ici un support qui est sympathique pour une intervention. En tout cas, au-delà de l'intervention potentielle pour gérer son risque. Alors, donc pour ce qui est des taux, la réaction du prix des actifs financiers est toujours incertaine.
parce que surtout aux États-Unis ça peut être lu comme une bonne nouvelle, parce que cela vient sanctionner le fait que l'économie américaine a retrouvé une dynamique positive et qu'elle n'a plus besoin d'une politique de taux zéro. Mais dans un premier temps, cela peut agir sur la formation des prix sur le marché de la dette, notamment lorsqu'on détermine la valeur actuelle d'un contrat de taux. Eh bien, on a besoin justement des taux d'intérêt. Il y a une forme d'incertitude, je pense que personne ne le sait d'ailleurs, comment les capitaux pourraient s'ajuster. Il y aura de la vol, mais je pense qu'à terme, c'est une bonne chose. Alors, l'once d'or, beaucoup de questions sur l'or, c'est fait. Alors, une question sur l'euro AUD. L'euro AUD, c'est fait. L'AUD USD, j'en parle. L'euro AUD, ok. L'Astico, avec le petit commentaire comico-sympathique, je l'ai posté. Ok. Donc, AUD USD, euro AUD, c'est parti. Alors, une question avant ça d'Alain, y a-t-il un replay des émissions de 16h? Alors oui, nos nouveaux programmes qui ont lieu chaque jour à 16h, les positions des banques le lundi, Ishimoku le mardi, Elliott le mercredi, bientôt une session de trading réel le jeudi, et vendredi, la chronique psychologique. Sur la chaîne YouTube, vous avez des nouvelles playlists qui ont été créées, qui portent le nom des émissions nouvelles. Et vous avez d'ailleurs sur notre chaîne YouTube l'enregistrement du point de marché vague d'Elliott de mercredi. Vous allez dans la playlist point de marché vague d'Elliott, comme son nom l'indique. Ok, l'euro AUD. Alors, l'euro AUD, situation technique inchangée, un trading range parfait, 1,5745, 1,6187. Donc, je pense qu'on peut tout aussi bien acheter la partie basse du range à 1,5745 que shorter les 1,6187. Donc range trading sur l'euro AUD. Le seul avantage des trading range rectangulaires, c'est que c'est limpide pour des stratégies de trading. Il y a deux niveaux de prix, c'est même pas oblique, c'est horizontal. Donc on a le niveau de prix au pip près, 1,5745 et 1,6187. Alors maintenant une question sur l'AUD USD. Donc je vais le chercher, le voici. J'en profite pour vous rappeler que vous avez un article. L'AUD-USD, il est soutenu depuis le début de la semaine grâce à des chiffres du marché du travail australien de bonne facture. On travaille à un niveau important sur le court terme, qui est le niveau des 0,7062. Et surtout, il y a une ligne de tendance que le marché a rejoint et qui tend à stabiliser la reprise des cours. Alors je la trace, c'est cette ligne de tendance là, voilà. Donc hop, je la trace, voilà, c'est celle-là, voilà. Donc on l'a dépassé, maintenant on tergiverse dans cette zone-là. C'est franchement pas évident, il y a quand même un trend qui est positif. Je n'aimerais pas voir la UD-USD réintégrer cette ligne de tendance, si c'était le cas, la reprise serait terminée. Je vais simplement monter d'un horizon de temps pour y voir un peu plus clair. Allez, au-dessus des 0,7030, on peut envisager la poursuite de la phase actuelle, quoiqu'elle tend à s'arrondir un peu sur le court terme, mais au-dessus des 0,7030, toujours un biais positif sur le court terme, en partant du principe qu'en fait on serait en train simplement de retracer cette jambe de hausse. Donc voilà, c'est l'invalidation du scénario de reprise haussière, 0,7030. Alors, US, Homer, Alain de rien, l'Eurostoxx 50 maintenant. Alors l'Eurostoxx 50, c'est le même topo que pour le DAX et le CAC. Néanmoins, j'en parle parce que c'est le benchmark pour la dynamique des actions zone européenne. Donc, ce qui exclut forcément le comment dire le marché action de Londres. Alors intéressant sur l'Eurostoxx 50 qui doit guider vos pas lorsque vous intervenez sur les indices boursiers de la zone euro, une ligne de tendance qui est très proche d'ailleurs de celle que propose le DAX aux alentours des 10 050. Je pense que l'Eurostoxx 50 peut être attractif à l'achat s'il va la chercher. Elle passe actuellement à 3165. Donc ce matin, alors là on a eu le piège du 9 septembre. On a cassé ce matin ce support. Donc c'est baissier, ok, ça le reste.
Mais si vous avez un Eurostoxx 50 sur cette ligne de tendance, et qu'au même moment, le DAX y est, franchement, un petit contrat long avec le stop juste en dessous pour limiter le risque, moi ça m'attire. Après, j'avoue c'est baissier. Peut-être d'attendre d'abord la formation d'un creux. Et bien écoutez, voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Donc merci d'avoir été attentif, ça fait 40 minutes. Bon appétit à tous. Prochain point de marché avec Sylvain à 13h, le 13h des day traders. Quant à moi, je vous retrouve à 15h15 pour l'ouverture de Wall Street. À 16h, le nouveau webinaire Bourse, la chronique psycho. Le thème du jour, c'est la patience. Donc c'est le thème qui sera étudié, la patience, lorsqu'il s'agit de gérer ou d'observer le marché en fait. Savoir travailler sa patience. Donc en gros, de ne pas se précipiter pour le principe d'avoir une position ouverte. Et ça, ce sera le thème qui sera traité aujourd'hui. Donc bah voilà, prochaine émission donc à 13h, à tout à l'heure.